Je vais commencer par remercier Si Ammar Mahjoubi d'avoir eu l'initiative de reprendre ses livres et son ordinateur pour répandre le savoir sur une période qui est souvent mal connue, bien que certaines de ces personnalités continuent à hanter l'imaginaire des Tunisiens, comme Elissa, disons, fondatrice de Carthage, comme Hannibal et comme Jugurtha. Et je peux même vous dire que l'écriture romanesque s'est emparée de ces personnages. Ne parlons pas de Saint-Augustin, mais là déjà nous touchons à une élite un peu plus cultivée. En tous les cas, grâce à lui et grâce à son initiative, le savoir sur l'Antiquité est mis à la disposition de tous. Je dois également remercier Si Tawfiq Ahbayeb d'avoir eu la bonne idée de rassembler les articles de ces auteurs pour en faire des livres et d'avoir eu aussi l'initiative de proposer à l'Académie Beit el-Hikma la publication des mélanges de Si Ammar en coédition. À présent, je vais parler d'un duo, car comment décrire et évoquer les relations entre les professeurs Ammar Mahjoubi et Houssine Jaïdi, sinon qu'il s'agit d'une relation qui a débuté entre un directeur d'école normale et son élève, un maître, puis un maître et son disciple, un cheikh et son mourid, bref, un long compagnonnage fait d'estime et d'amitié indéfectible. Le professeur Houssine Jaïdi est en effet la personne la plus proche, amicalement, devrais-je dire affectivement et scientifiquement, pour présenter les mélanges d'histoire ancienne de Si Ammar. Son domaine de spécialité est, comme lui, comme son maître, l'histoire et l'archéologie de l'Afrique romaine, comme en témoignent ses nombreuses recherches qui portent sur la société, l'économie et les institutions des provinces romaines d'Afrique au Bas-Empire, l'histoire de l'archéologie antique du Maghreb, l'historiographie du Maghreb antique, l'actualité et la gouvernance du patrimoine archéologique de la Tunisie. Et il nous a régalé, lui aussi d'ailleurs, d'articles parus toujours chez Si Tawfiq Ahbayeb dans les deux. Les thèmes des travaux, des mémoires de master et des thèses qu'il a dirigés vont également dans ce sens, car il a encadré de nombreux mémoires de certificats d'aptitude à la recherche, de diplômes d'études approfondies, de master et de thèses, se rapportant à l'histoire des provinces romaines d'Afrique, particulièrement au Bas-Empire. Monsieur le professeur Houssine Jaïdi, à vous la parole. Merci beaucoup, madame. Et je commencerai par dire tout le plaisir que j'ai et l'honneur de présenter cet ouvrage que vous avez déjà cité et dont vous avez rappelé la genèse. Monsieur le Président élu de l'Académie, Madame la directrice du département des sciences humaines et sociales, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Monsieur le directeur général des éditions Leaders, chers collègues et amis, Mesdames et Messieurs, dans l'ouvrage du professeur Ammar Mahjoubi,
que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter, il y a beaucoup de science, de pédagogie et d'engagement. L'exercice difficile auquel je m'adonne aujourd'hui devant vous consiste à dire en peu de mots où réside la grande science, où se dégage la pédagogie de haut niveau et où se révèle le grand engagement. Mais avant de montrer les qualités de l'ouvrage, je commencerai par donner un aperçu de son contenu. Je terminerai ma présentation par des remarques qui soulignent l'originalité de la coédition. Il faut d'abord dire et répéter ce que vient de dire Madame Chapoutot, qu'il s'agit d'une publication destinée au grand public. Ceux parmi vous qui ont déjà pris connaissance de l'ouvrage savent qu'il s'agit d'un choix d'articles publiés du mois de juin 2017 au mois de décembre 2019 dans le magazine Leaders et mis en ligne sur le site web portant le même nom. Dans une trentaine de contributions qui totalisent près de 320 pages et dont chacune est composée d'une dizaine de pages en moyenne, l'auteur a traité divers sujets qui se rapportent tous à son domaine de spécialité, l'histoire ancienne, celle de la Tunisie et du Maghreb d'abord, mais aussi celle de la Méditerranée hors Maghreb, avec quelques prolongements en direction de la Mésopotamie et du plateau iranien. Dans le livre, ces contributions sont regroupées en 5 rubriques. Je les rappelle: le Proche-Orient antique, Carthage et les royaumes numides, Rome et sa province, les Hébreux et le monothéisme, et finalement, réflexions et opinions diverses. Les titres des rubriques, à eux seuls, montrent la grande diversité des sujets. Du contenu de l'ouvrage se dégagent 3 caractéristiques. De par sa nature, le livre n'est pas une matière organisée en chapitres écrits de manière suivie, l'un après l'autre, et rattachés tous à un sujet global, mais cela n'exclut pas une continuité certaine entre certains articles, comme c'est le cas de 2 contributions consacrées à l'histoire du latin et de la culture antique au Maghreb, ainsi que le cas de 2 articles qui traitent de Saint-Augustin, ou encore des 3 articles où sont présentés la cité antique et des aspects de la vie municipale. Deuxième caractéristique, au total, l'ouvrage apparaît comme un manuel de haute vulgarisation de l'histoire ancienne de la Tunisie et de son environnement plus ou moins proche qui a laissé des empreintes dans sa longue aventure historique. Mais si des faits sont utilement rappelés dans chaque contribution, c'est la réflexion qui domine et qui charpente l'ensemble de l'ouvrage. Troisième caractéristique, toutes ces contributions se rapportent à des sujets précis et se justifient par eux-mêmes. Mais de nombreux sujets sont un clin d'œil et parfois un parallèle entre des réalités antiques et celles de nos jours en Tunisie, dans le monde arabe ou dans les sociétés occidentales. De ce fait, ils apportent l'éclairage de la mise en perspective d'où ressortent les filiations, les altérations et les ruptures. Compte tenu de ces caractéristiques, on ne peut que saluer le fait que l'auteur ait choisi pour son ouvrage le titre « Mélange d'histoire ancienne ». Je pourrais parler longuement de chaque sujet traité par l'auteur, mais je ne le ferai pas, parce que je ne voudrais pas vous priver du plaisir de lire ou de relire l'ouvrage pour en apprécier à la fois la diversité
et l'unité. C'est plutôt aux qualités de l'ouvrage que je voudrais consacrer l'essentiel de mon propos. Ces qualités sont au nombre de 3. Et la première consiste à souligner le fait qu'il s'agit ici d'un condensé de vastes connaissances. On ne présente pas le professeur Ammar Mahjoubi, mais je voudrais rappeler aux non-spécialistes de l'histoire ancienne les fondements des vastes connaissances historiques qui se révèlent dans l'ouvrage autour duquel nous sommes réunis. L'auteur qui est aujourd'hui le doyen des antiquisants et le doyen des historiens universitaires tunisiens, toutes spécialités confondues, vit avec la discipline histoire depuis près de 3/4 de siècle, en tant qu'étudiant d'abord, chercheur à plein temps et enseignant-chercheur universitaire en exercice, puis en retraite studieuse. Après la formation solide qu'il a reçue au Collège Sadiki, puis à l'Institut des hautes études de Tunis, il a soutenu en Sorbonne sa thèse de 3e cycle en 1961. Elle avait pour sujet la région de Béja dans l'Antiquité. Ce travail était en fait une première approche d'un sujet sur lequel il avait commencé à travailler en 1959 et auquel il a consacré l'essentiel de son temps pendant une quinzaine d'années. Le sujet consistait à fouiller et à étudier les textes d'un site, Henshir Fawar, situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de Béja. Au fil des campagnes de fouilles, ce site s'est révélé celui d'une petite cité d'origine numide dont les citoyens s'appelaient à l'époque romaine les Belalitani Mayores. De cette ethnique, le professeur Mahjoubi, qui en est le découvreur, a déduit que la cité devait s'appeler très probablement Belalis Mayor. Ces recherches très fructueuses ont été présentées dans le cadre d'une thèse de doctorat d'État soutenue en Sorbonne en 1974 et publiée par l'Université de Tunis en 1978. Cette publication a été saluée par les plus grands spécialistes de l'Antiquité tardive comme une avancée majeure dans la connaissance du Maghreb romain et plus généralement l'Occident romain, surtout pour le IVe siècle après Jésus-Christ. Avant la parution de ce grand livre, le professeur Mahjoubi avait publié seul ou en tant que co-auteur plusieurs études qui ont fait date et qui ont fait état de découvertes importantes dans les sites de Carthage, Kirkouën, Arcade, Kérouan et les environs de Béja. J'en oublie peut-être. Ces nombreuses publications en Tunisie et à l'étranger ont embrassé un large spectre allant de la découverte archéologique ou épigraphique à la synthèse relative à un vaste sujet. Sa contribution au développement des études anciennes à l'Université de Tunis se révèle aussi à travers les nombreux mémoires et thèses qu'il a dirigés et qui ont couvert toute la période de la longue antiquité tunisienne avec des sujets d'une grande variété. Les contributions publiées dans le livre autour duquel nous nous réunissons aujourd'hui sont donc basées sur un grand savoir accumulé pendant plus de 2 générations et nourri d'une expérience d'homme de terrain doté d'une très vaste culture. C'est cette vaste culture, servie par une connaissance approfondie des langues grecques, latines et arabes et de plusieurs langues vivantes étrangères, qui a permis à l'auteur de traiter dans son livre, avec beaucoup d'assurance, des sujets qui ne font pas partie de son domaine de recherche privilégié, qui est l'histoire ancienne de la Tunisie et particulièrement la période romaine.
La deuxième qualité de l'ouvrage est qu'il est rempli d'une pédagogie éprouvée. Dans l'ouvrage, les marques de la pédagogie sont omniprésentes. On les constate d'abord au niveau du format choisi pour le livre. L'auteur n'a pas voulu écrire un livre au sens où on entend ce mot généralement, et comme il l'a fait lui-même tant de fois pour d'autres publics. Il a choisi d'offrir à ses lecteurs des articles parus au fil des mois dans un magazine en version papier et dans sa version électronique. L'avantage n'est pas mince, dans la mesure où le lecteur peut aborder par des textes courts et dans l'ordre qu'il choisit, des développements aussi instructifs les uns que les autres, et dont la date de parution dans l'IDERS est toujours indiquée pour en rappeler le contexte. La pédagogie se révèle aussi dans les nombreuses précautions prises par l'auteur pour faciliter la lecture de l'ouvrage aux non-spécialistes. C'est ainsi qu'il a souvent rappelé les étymologies, les définitions de certains concepts et les rapprochements avec des réalités plus connues, sans extrapolation aucune. Le recours aux notes de bas de page est extrêmement rare, et quand la citation des sources ou des études est jugée nécessaire, elle est faite le plus souvent entre parenthèses dans le corps du texte. De cette manière, le propos est précis tout en restant digeste et fluide. Mais faut-il s'étonner de tant de pédagogie de la part d'un auteur qui a commencé à enseigner l'histoire il y a plus de 60 ans? Le jeune enseignant qui a commencé sa carrière au lycée de Garçons de Sousse a, après une parenthèse qui était celle des années de thèse, passée à Paris, exercé pendant une demi-douzaine d'années en tant que chercheur à plein temps à l'Institut national d'archéologie et d'art, l'actuel Institut national du patrimoine, chargé alors d'animer les recherches historiques et archéologiques. Puis il entama à la faculté des lettres et sciences humaines de Tunis une carrière d'enseignant-chercheur qui s'est étalée sur près de 30 ans. Moins de 10 ans après le début de cette troisième tranche de vie professionnelle, il a été chargé de la direction de l'École normale supérieure de Tunis, où il a continué à enseigner, tout en assurant une formation de troisième cycle dans sa faculté d'origine. Après cette charge, la direction de l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue et celle de l'Institut supérieur de l'histoire du mouvement national ne l'ont pas empêché de continuer à enseigner et de continuer aussi à encadrer les travaux des jeunes chercheurs. Son départ à la retraite au milieu des années 1990 lui a permis d'avoir le temps d'écrire en une vingtaine d'années plusieurs ouvrages publiés à partir de l'année 2000 en français ou en arabe, et cela a eu lieu d'abord auprès du Centre des publications universitaires, le CPU. Mais cela s'est fait aussi dans une maison d'édition qui a été fondée par le regretté Mohamed Adjoué, Ibn Zaidoun, et cela s'est fait aussi chez L'Or du Temps. Destinés d'abord aux étudiants et au grand public, ces ouvrages n'étaient pas seulement des synthèses commodes et utiles, ils portaient la marque personnelle d'un grand spécialiste des questions abordées. En cela, comme dans ses enseignements, le professeur Ammar al-Mahjoubi respectait parfaitement la règle énoncée au début du 5e siècle par un contemporain de Saint-Augustin qui s'appelait Saint Jérôme, qui, dans une lettre célèbre adressée à une jeune fille très cultivée, qui se plaignait à lui, c'est-à-dire à Saint Jérôme, du niveau déplorable de son précepteur. La règle énoncée par Saint Jérôme
était la suivante: il faut longtemps apprendre ce qu'on doit enseigner. En consacrant au cours des 2 dernières décennies une bonne partie de son temps à écrire pour le public estudiantin et plus généralement pour le grand public, le professeur Mahjoubi renouait en fait avec ce qu'il avait commencé à faire plus de 30 ans auparavant et qu'il avait délaissé un temps pour se consacrer entièrement à la recherche, à l'enseignement, à l'encadrement des jeunes chercheurs et à la gestion des établissements de recherche et d'enseignement. Il faut rappeler ici qu'il a fait partie, à la fin des années 1960, de la jeune équipe d'enseignants-chercheurs tunisiens qui a publié la première histoire de la Tunisie. Cela a eu lieu à partir, en plusieurs tomes, à partir de 1968, par les soins de la Société tunisienne de diffusion. L'élaboration du premier tome de cette histoire générale, consacrée à l'Antiquité, a été confiée à Feu Hedislim, au professeur Mahjoubi et au professeur Khaled Belkhouje. En plus de sa contribution à la rédaction de ce volume, le professeur Mahjoubi s'est chargé, dans le cadre de la même série, de la rédaction d'un ouvrage consacré aux cités romaines de Tunisie. Ces 2 volumes, comme tous les autres de la série, ont comblé un vide immense. Ils sont toujours utilisés, après avoir été réédités avec une mise à jour substantielle, l'un en 2003 par Sud Édition, animé par Feu Mohamed Masmoudi, et l'autre en 2004 par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle. La mise à jour et le souci de refléter la nouvelle teneur des 2 ouvrages ont dicté une modification de leur titre. L'histoire de la Tunisie est devenue Histoire générale de la Tunisie et les cités romaines de Tunisie ont cédé la place aux cités antiques de Tunisie. Avec ces éditions revues et augmentées, le professeur Mahjoubi avait contribué d'une manière remarquable à l'histoire générale de l'Afrique, publié par l'UNESCO en 1980 et qui était destiné à la fois aux étudiants en histoire et au grand public. Dans cette énumération des écrits qui relèvent de la haute vulgarisation, il faut aussi citer le recueil de textes d'Apulé, le célèbre auteur africain latin du IIe siècle après Jésus-Christ. Les textes de cet auteur, choisis et commentés par le professeur Mahjoubi, ont été traduits en arabe par Feu L'Arbi Abdelrazak et publiés par Beit al-Hikm en 1998. Quand Feu Mohamed Sharfi a entamé à la fin de l'année 1989, en tant que ministre de l'Éducation et des Sciences, la refonte des programmes et des manuels scolaires, la présidence de la commission relative à l'histoire ancienne a été confiée au professeur Mahjoubi. Sous sa houlette, une refonte radicale a été entreprise. La réforme a été marquée, entre autres, par l'introduction d'un enseignement consistant de l'histoire ancienne dans les programmes de la première année de l'enseignement secondaire, alors qu'elle n'existait jusque-là qu'au niveau de la 7e année de l'école de base, l'ancienne première année du secondaire. Ainsi, depuis une trentaine d'années, et grâce à ces réformes, les élèves tunisiens ont eu droit à une meilleure connaissance de l'histoire ancienne de leur pays. Les loyaux services rendus par le professeur Mahjoubi au monde éducatif ont été couronnés plus d'une fois par la reconnaissance publique, qu'il n'a jamais cherchée. Parmi les nombreuses décorations tunisiennes et maghrébines qu'il a reçues à partir de 1969, figure sa décoration en 1995 de l'ordre tunisien du mérite de l'enseignement. Il est donc évident que le professeur Mahjoubi n'a pas commencé en 2017 à écrire pour le grand public et pour les apprenants de niveau non universitaire.
Il avait commencé à le faire un demi-siècle plus tôt, en continuant à publier dans le cadre académique, comme en témoignent pour ces dernières années ses nombreuses contributions aux activités scientifiques de Beit al-Hikma, parues régulièrement dans la série intitulée « Les conférences de Beit al-Hikma ». Troisième grande qualité de l'ouvrage. Je crois l'avoir dit, mais je développe mes remarques en disant que c'est un ouvrage d'où se dégage un engagement fort pour de nombreuses questions. Les questions traitées par le professeur Mahjoubi dans ses contributions à Leaders ont souvent été inspirées par l'actualité parfois brûlante. Mais cela ne poussait pas forcément l'auteur à réagir à chaud. Au besoin, il prenait le temps de réfléchir, de se documenter longuement, de demander l'avis d'un connaisseur sur un aspect particulier de la question, dans la pure tradition universitaire. En somme, il s'occupait de la question de la manière d'un savant qui, tout en étant sûr de tout ce qu'il sait, n'hésite pas à demander l'avis d'un tiers en qui il a confiance. Pour illustrer cette démarche, je prendrai deux exemples. L'article intitulé « Palmyre, Tadmur et Zenobia » a été publié dans Leaders du mois de mars 2017. En ce mois, le célèbre site antique de Syrie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, venait de sortir d'un cycle d'atrocités inouïes qui lui avait été infligé par les hordes Daesh. En deux sinistres épisodes qui ont secoué la conscience mondiale du mois de mai 2015 au mois de janvier 2017. Des monuments d'une valeur exceptionnelle avaient été détruits ou pulvérisés à l'explosif. Des centaines d'habitants avaient été massacrés. Parmi les victimes, il y avait l'archéologue universitaire Khaled al-Assad, qui a été décapité à l'âge de 81 ans, là où il avait travaillé pendant 40 ans. Je peux témoigner que tous ces malheurs extrêmes qui ont affligé les êtres humains et les vestiges matériels de la célèbre cité antique ont été vécus pendant près de 2 ans par le professeur Mahjoubi dans la grande douleur. Mais pour écrire son article sur Palmyre, il a pris le temps de lire, entre autres, l'excellent livre de Paul Veyne intitulé « Palmyre, les remplaçables trésors », publié en décembre 2015. Et comme Zénobie, la reine de Palmyre n'était autre que Az-Zabbah des auteurs arabes. Le professeur Mahjoubi n'a pas hésité à s'adresser à son grand ami de longue date, Feu Mohamed Al-Alaoui, pour l'éclairer sur la part des sources arabes. De là est sortie la lumineuse page 52 du livre où se conjuguent l'érudition de l'historien de l'Antiquité et celle du spécialiste de la langue et de la littérature arabe. Un vrai régal. Mon deuxième exemple, c'est l'article intitulé « Du classement des constitutions à la distinction entre démocratie et ochlocratie » qui est paru au mois d'août 2018. C'est une contribution dans laquelle l'auteur a cherché à distinguer la vraie démocratie de ce que Polybe, l'historien grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, avait appelé ochlocratie. Le terme veut dire en grec le gouvernement de la multitude, le gouvernement de la foule, et de la foule plutôt déchaînée. Au mois d'août 2018, notre pays sortait des premières élections municipales, organisées après l'avènement de la nouvelle Constitution. La campagne électorale s'est déroulée dans un contexte marqué par des contestations populaires qui sont allées jusqu'au blocage des routes et des sites de production,
des matières premières, si vitales pour le pays. Ces comportements étaient justifiés de temps à autre par de nombreux discours démagogiques qui ne perdaient pas de vue l'échéance électorale. Attentif à tout cela, le professeur Mahjoubi a voulu montrer dans son article que ce qui se passait dans notre pays avait des antécédents bien anciens qui se présentaient bien évidemment sous les formes de leur époque. En s'appuyant sur les textes anciens d'Hérodote à Polybe, sur les analyses précieuses de Jacqueline de Romilly, mais aussi sur celles si proches dans le temps du juriste constitutionnaliste et politologue Oscar Ferreira, il a rappelé que le dictat de la foule peut être soumis à la tutelle d'un démagogue avec le risque de déboucher sur une tyrannie pure et dure. Dans plus d'un article, l'auteur a mis en valeur les grands acquis de notre pays pendant sa longue antiquité, qui couvre, on l'oublie parfois, la moitié des 3000 ans d'histoire de la Tunisie. Cela l'a amené à rappeler l'importance des contributions des femmes et des hommes de notre pays à l'édification de la civilisation universelle. Avec beaucoup de douleur, il a plus d'une fois constaté que de nombreux Tunisiens, y compris parmi les plus instruits, ne sont plus portés à s'approprier l'immense histoire ancienne de leur pays, en la considérant comme la leur à part entière. Ces appels argumentés pour cette appropriation ont le souffle d'un message qui est à la fois celui de la raison et du patriotisme. Voici quelques lignes de l'un des deux articles qu'il a consacré à Saint-Augustin sous le titre « Saint-Augustin, évêque d'Hippone », publié dans le magazine Leaders du mois de juin 2018. Je le cite. « Sait-on qu'en reniant Augustin, on renierait l'héritage de plus d'un millénaire de notre histoire, millénaire qui fit de la Carthage punique, puis romano-africaine, l'un des pôles principaux de la culture antique. Sait-on qu'avec ce reniement, on entérine implicitement les desseins de la politique coloniale, en procédant à une destruction progressive de notre identité, celle-ci commença par s'approprier, ou nous en dépouillant, le legs de notre histoire ancienne. Sait-on enfin qu'il est vain de renier Augustin, car l'humanité entière, et l'Occident en particulier, véhicule consciemment ou non des concepts augustiniens. Parfois même, écrit André Mondouze, elle parle d'Augustin sans le savoir. Or, c'est peu ou prou notre culture des 4e et 5e siècles qui irrigue l'œuvre d'Augustin, et partant irrigue le tissu de toute l'humanité. Certes, notre religion est l'islam et notre langue est l'arabe, mais en quoi l'adoption de cette langue et de cette religion justifierait-elle le reniement du legs de nos ancêtres, le reniement de notre culture ancienne? Fin de citation. Dans tous ces exemples que je viens de citer, le professeur Mahjoubi, sans se départir de la rigueur scientifique qu'il a toujours habité, fait preuve d'un engagement constant à défendre la vérité, autant qu'elle peut être accessible à l'historien, et à servir les causes justes et l'intérêt général. Cette posture intellectuelle est en fait le prolongement d'une ligne de conduite, d'un choix de vie qu'il a fait depuis sa prime jeunesse. N'a-t-il pas commencé à militer dans le mouvement national alors qu'il était encore élève au collège Sadiki? N'a-t-il pas participé en mars 1952 à l'organisation d'une audacieuse manifestation d'opposition au pouvoir colonial dans son propre collège, mais aussi dans 6 autres lycées du pays? N'a-t-il pas été l'un des fondateurs de l'UGET en 1952? Devenu enseignant, puis enseignant-chercheur, responsable de structures scientifiques ou pédagogiques, ou alors directeur d'établissement de l'Interduvers, il a toujours considéré
la charge comme un devoir qu'il accomplissait à la manière d'un sacerdoce. Je disais que je prévoyais de terminer en formulant quelques remarques concernant la coédition. Voilà donc un ouvrage dans lequel un grand savant s'adresse au grand public pour l'entretenir avec les mots qu'il faut de questions généralement pointues, mais souvent d'actualité. Quel meilleur cadre pour l'édition d'un tel ouvrage qu'une coédition entre la vénérable Académie Beit el-Hikma, dont l'auteur est membre actif depuis longtemps, et les éditions Leaders, dont le magazine et le site web ont été le premier à diffuser les textes auprès du grand public. Maintenant que la chose est faite, elle peut sembler évidente, couler de sources, mais ce serait oublier toute la distance qui sépare encore dans notre pays le monde académique de la presse, fût-elle de grande qualité. Il est vrai que Beit el-Hikma a quelques précédents en matière de coédition et que le vénérable établissement a lancé il y a quelques années, en version papier puis en version électronique, l'encyclopédie tunisienne, qui met à la disposition du grand public des notices de grande qualité. Il est vrai aussi que Leaders a compté dès sa création, il y a une dizaine d'années, de nombreux universitaires parmi ses collaborateurs réguliers, leur assurant une liberté totale d'expression, à tel point que le magazine est devenu pour certains d'entre eux une sorte de seconde famille. Mais il n'est pas moins vrai que la coédition de l'ouvrage du professeur Mahjoubi est doublement originale de par la genèse de l'œuvre comme de par le statut des deux partenaires. Il faut donc en savoir gré aux initiateurs de ce projet de coédition. Leaders est depuis quelques années un éditeur d'ouvrages originaux et importants, dont un bon nombre est issu de contributions d'universitaires qui écrivent régulièrement dans des sujets qui relèvent de leur spécialité première ou avec lesquels ils sont très familiarisés. La librairie en ligne Leaders Books, qu'il a créée il y a peu, est un moyen de diffusion moderne et pratique. Parmi les nombreux ouvrages publiés par les éditions Leaders, une demi-douzaine de titres, dont celui du professeur Ahmad Mahjoubi, sont disponibles en version électronique. Ces copies digitales sont destinées à un public qui, pour une raison ou une autre, préfère ce format. Dans la collection de Leaders, un ouvrage est disponible en deux versions, l'une baptisée édition Gold et un grand format, quadrichrome, richement illustré, et l'autre appelé livre universitaire. La version électronique d'un ouvrage est depuis quelques jours disponible sur la plateforme Amazon. Ainsi, la coédition de l'ouvrage du professeur Mahjoubi a inauguré, à ma connaissance, la vente des ouvrages des membres de Beit el-Hikma en version digitale. C'est là un résultat heureux d'un partenariat public-privé dont on ne peut qu'espérer le développement rapide. Mesdames et messieurs, jusqu'ici, je me suis adressé à vous pour une présentation du livre éclairé, je l'espère, par des jalons de la longue carrière d'auteur du professeur Ahmad Mahjoubi. Je voudrais, avec votre permission, terminer en m'adressant à l'auteur en lui disant ceci. Monsieur le professeur et cher maître, en assistant en votre 90e année à la présentation de votre livre disponible en version papier et en version digitale, vous faites honneur une fois de plus à l'université tunisienne, à Beit el-Hikma et au monde de l'édition de qualité. En retour, vous avez bien mérité de ces trois milieux qui se révèlent
à travers la publication de votre livre, solidaire pour assurer l'épanouissement de la pensée libre et responsable et pour la diffusion des œuvres utiles à notre pays qui est pour vous plus cher que tout. Quel meilleur vœu, cher maître, en cette grande assemblée qui vous rend un hommage appuyé, malgré le contexte sanitaire très particulier, que de vous souhaiter la bonne santé et la sérénité grâce auxquelles vous continuerez à gratifier vos nombreux lecteurs encore longtemps de vos écrits à la fois instructifs et stimulants. Merci. Je remercie particulièrement mon collègue et ami de longue date, le professeur Hussein Jaidi, et il me reste à demander à Siama s'il veut réagir à ce très bel hommage que lui a rendu, comme je le disais tout à l'heure, son disciple le plus fidèle et son ami. Merci Mounela. Merci Hussein. De ta part, je n'ai, depuis l'école normale supérieure, vécu et perçu que les efforts, le travail, le sérieux d'un universitaire, d'un Tunisien qui avait décidé depuis son jeune âge de se consacrer à ce qui est très important et dont on nous a dépouillé pendant toute l'époque coloniale, l'histoire de notre pays, la connaissance de cette histoire et la correction de toutes les erreurs, de toutes les mauvaises interprétations qu'on avait faites de cette époque antique, qui est encore méconnue, mal connue. Le grand âge a occasionne beaucoup d'avatars, mais il n'y a pas que des avatars. Le grand âge a aussi quelques avantages, présente aussi quelques avantages. Il permet d'avoir le temps de lire, le temps de réfléchir, le temps d'écrire. Mon regretté ami, Hichem, écrivait, il n'y a pas longtemps, que dans sa solitude, ses seuls compagnons étaient ses livres. C'est vrai pour toute personne qui a un âge certain. J'essaye depuis plusieurs années, avant tout, au soir de chaque vie, que peut-on espérer? Pouvoir être encore utile. À quoi? À une meilleure connaissance de ce que l'on sait et à une meilleure explication de ce qu'on pourrait transmettre aux autres. Très souvent, il faut expliciter, beaucoup plus qu'expliquer. Par exemple, on ne cesse de répéter que notre pays a été le grenier de Rome. Ça veut dire quoi en fait? Pas du tout.
ce qui se colporte, ce qui se dit. Le grenier de Rome, cela veut dire tout simplement que le blé, puis d'autres honorés que le blé par la suite, que Rome, bon an, mal an, imposé comme impôt aux Tunisiens de l'époque, aux habitants de la Provincia Africa, on leur imposait, quelle que soit la récolte, un taux déterminé au titre de l'impôt qui servait au ravitaillement de la cité de Rome, quitte à provoquer une disette pendant les mauvaises années. Le plus important, c'était que cette quantité déterminée en fonction des besoins de la plèbe romaine soit livrée par l'agriculture tunisienne. Voilà ce que veut dire le grenier de Rome. Et non pas du tout qu'il s'agit d'une richesse extraordinaire qui existait à l'époque et qui n'existerait plus actuellement. C'est ce qui s'écrit dans les journaux. Pouvoir être utile, c'est aussi peut-être essayer de coller un peu à la réalité. J'ai essayé à chaque fois, en fonction de la conjoncture politique actuelle, contemporaine, de réfléchir à ces phénomènes que nous avons vécus. Par exemple, les problèmes de fraude, de détournement de la volonté des électeurs, en écrivant un article sur cette question-là à l'époque romaine. Mais très souvent, en histoire, il y a ce qu'on appelle des données qui ne changent pas, des, comment dit-on, déjà il y a un terme technique, des constantes, oui, des continuités, des constantes. Et à chaque fois, pour un certain nombre d'articles, j'ai essayé en fonction de ce qui se passe quotidiennement dans notre pays, depuis la Révolution, j'ai essayé de trouver une constante dans l'Antiquité. Lorsque, à un moment donné, la foule avait pris le pas sur les élus, j'avais donc écrit cet article sur l'ochlocratie. Lorsque il y a eu les dernières élections et que certains juristes avaient proposé de renoncer au scrutin de liste pour un scrutin uninominal. Un scrutin qui ressemblerait à celui qui est pratiqué par exemple en France. J'ai donc écrit un article sur le régime de notables. Et si jamais on avait renoncé, voilà, si jamais on renoncera au scrutin de liste, il faudrait réfléchir à ce régime de notables qui existait dans notre pays
la province était gouvernée par des notables. Dans chaque cité, c'était le notable qui tenait le haut du pavé. Lorsqu'il y a eu des affections pour l'inscription des électeurs sur les listes électorales, j'ai écrit cet article sur la dépolitisation et l'apolitisme. Dépolitisation et apolitisme. Etc. Est-ce que ça peut être utile? Je ne sais pas. Mais ça permet quand même de réfléchir à ces questions. Et à cet égard, chacun évidemment a le choix de la voie à suivre. Hichem aimait les considérations philosophiques, aimait les grandes questions, réfléchir aux problèmes des émigrations, des religions. En ce qui me concerne, je pense que les grandes questions philosophiques sont certes importantes, mais il y a les questions immédiates, liées aux constantes de notre histoire, aux données qui pourraient aider à réfléchir, en revenant au passé, à réfléchir à propos de ce qui se passe dans le présent. À cet égard, mon livre de chevet a été, pendant très longtemps, le livre de Paul Veyne, Le pain et le cirque, oui. Le pain et le cirque, qui est un ouvrage avec comme thème central l'évergétisme, mais l'évergétisme permettait de soulever toutes sortes de problèmes de société, toutes sortes de problèmes politiques. Et Paul Veyne ne se faisait pas, il n'y avait pas d'interdit pour réfléchir lui aussi, pour qu'il réfléchisse lui aussi à la situation actuelle, à chaque fois des circonstances qui concernaient l'Antiquité. Il essayait de les réfléchir en fonction de la situation actuelle de l'époque contemporaine. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que vraiment essayer de réfléchir au passé en réfléchissant en même temps au présent? Je ne sais pas. C'est la voie que j'avais choisie, parce que j'avais choisi aussi, en écoutant Marc Ferraud un jour nous dire sur la chaîne Arte, je crois, que les cénacles, les colloques, les réunions entre professeurs, c'est peut-être utile, mais c'est beaucoup plus utile. Il est beaucoup plus utile qu'ils expliquent, qu'ils explicitent, qu'ils écrivent dans des journaux, des revues, des médias susceptibles d'éclairer un peu l'ensemble de la société et non pas seulement les cénacles d'intellectuels ou d'universitaires. Voilà.
un moment très intéressant, très enrichissant pour nous tous. Et nous devons avant tout les remercier. Je voulais, en écoutant Houssine, dire combien nous avions discuté, si Amal et moi, au téléphone, parfois chez lui, de ce lien étroit entre ce qu'il projetait d'écrire et l'actualité brûlante de la Tunisie d'aujourd'hui. Et très souvent, les faits que nous vivions lui inspiraient immédiatement une sorte de réaction. Et donc, je rappelle que le métier d'historien, c'est ça. C'est qu'en réalité, nous interrogeons le passé, mais nous vivons dans le présent, qui peut justement influencer le cours de notre analyse, le cours de notre pensée. Je remercie donc mes deux éminents collègues et à présent, je crois qu'on va arrêter la séance parce que c'est quand même pas mal fatigant pour Amal. Et je vous invite à prendre le verre de l'amitié et à bavarder peut-être avec lui, mais sans cette solennité de la salle. Et si vous êtes au contraire pas d'accord avec cette opinion, vous me le dites. Hein? J'ai pris cette décision en examinant Amal. Merci encore.